Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Salut, c'est Thomas Rozek. Il y aurait un livre entier à écrire, peut-être d'ailleurs a-t-il déjà été écrit, sur cette passion très française pour les conseillers occultes. Toute notre histoire s'est faite avec l'idée reçue que dans l'ombre du prince régnait bien souvent une éminence grise, un stratège qui, loin de goûter aux délices du premier plan, de la mise en avant, de la célébration, préfère amplement le confort de l'anonymat, la discrétion des coulisses, tout en étant intimement convaincu d'être celui qui tire les ficelles. De la figure tutélaire du cardinal comploteur genre Mazarin ou Richelieu, il reste encore des traces dans les palais de la République. Et il n'est pas rare que l'on voit, au gré des actualités, surgir dans l'espace public un nom, un profil d'un personnage semble-t-il incontournable dont on n'avait jusqu'ici jamais entendu parler. Généralement, sans trop de surprise, ce sont des hommes. Mais parmi ces conseillers aussi secrets que puissants de la Ve République, il y a eu une femme de droite. Elle s'appelle Marie-France Garot, et un livre retrace aujourd'hui son parcours étonnant qu'on va explorer avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Voilà, notre invitée ce soir est Marie-France Garot. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Ancienne conseillère de Georges Pompidou, de Jacques Chirac également. Vous avez été classée comme la femme la plus puissante de France il y a quelques années. J'entends ça toutes les émissions. Et oui, voilà, ça fait partie des choses qu'on dit. Mais écoutez, pour un certain nombre de jeunes téléspectateurs, c'est intéressant de resituer à quel point vous étiez une femme influente, présente dans la vie politique française pendant des décennies. Depuis quelques années, vous êtes plutôt quelqu'un qui réfléchit, qui regarde le monde. Parce qu'avant, je réfléchissais pas, vous avez l'air d'insinuer. Seulement qui réfléchit, je veux dire. Notre invité, c'est Olivier Faye, journaliste politique au Monde. C'est lui qui signe ce livre que j'évoquais à l'instant, qui s'appelle La Conseillère et qui vient de paraître chez Fayard. Je lui ai demandé, pour démarrer, de nous raconter comment Marie-France Garot, née Marie-Françoise Quintard le 6 mars 1934 à Poitiers, avocate de formation, s'est retrouvée embarquée dans le monde politique auquel elle a consacré presque toute sa vie. C'est par l'entremise d'un de ses professeurs de droit qui s'appelle Jean Foyer. C'est un personnage éminent, un catholique vraiment c'est des convictions très fortes chez lui, le catholicisme. Il sera très opposé, par exemple, à l'avortement qui sera voté en 1974. Et donc, lui, à l'époque, il est ministre de la coopération de Charles de Gaulle. Donc là, on est en 62. Et donc, elle travaille à son cabinet. Et très vite, Jean Foyer devient une personnalité encore plus importante auprès du général de Gaulle, en devenant ministre de la Justice. Et donc là, pendant des années, Marie-France Garot sera en quelque sorte le bras armé politique de Jean Foyer au ministère de la Justice. Et là, c'est vraiment chez elle très fondateur parce que c'est là où elle se fait tout son réseau. Le ministère de la Justice, il y a évidemment beaucoup d'affaires qui passent, donc elle accumule beaucoup d'informations sur beaucoup de gens. Et donc ça, c'est un moment vraiment très important et c'est là où elle se fait repérer par Pierre Juillet, qui est le principal conseiller de Georges Pompidou, qui était alors Premier ministre. Et donc Pierre Juillet la repère et il va l'embaucher à Matignon en 1967. Et là, à partir de ce moment-là, se forme un couple politique qui va être très puissant et dont on peut parler maintenant. Oui, tout à fait, parce que pendant des années, et encore aujourd'hui, quand on parlait de Marie-France Garot, on parlait nécessairement de Pierre Juillet. C'était Juillet-Garot, un peu comme il y a Laurel et Hardy. C'est le duo, les deux semblaient indissociables. Comment il fonctionne, ce duo ? Pierre Juillet, c'est quelqu'un qui est plus âgé que Marie-France Garot. Il me semble qu'ils doivent avoir une quinzaine d'années d'écart. Et alors, Juillet, lui aussi, c'est un enfant vraiment du terroir. Lui, c'est de la Creuse, pour le coup. Donc, c'est un vrai rural. Et aussi, comme Marie-France Garot, pour lui, l'indépendance de la France, le souverainisme, ça, c'est vraiment des choses qui lui parlent beaucoup. Il est assez très conservateur, comme Marie-France Garot. Et donc, ces deux-là vont effectivement former un couple politique, ce qu'on appelle les spin doctors, des éminences grises. Donc, d'abord, ils travaillent auprès de Georges Pompidou. Et donc, leur travail, c'est vraiment c'est de nature très politique, c'est-à-dire de définir la stratégie politique, voire la communication, de entretenir le lien avec les grands ministres, les grands élus, l'opposition. Ben voilà, c'est vraiment, ils sont au carrefour de vraiment beaucoup de choses. Dès que Georges Pompidou reçoit des ministres et des journalistes à déjeuner, ils sont là et ils sont au courant de tout. Donc, ce qui fait que quiconque en France leur parle se dit, c'est comme si je parlais au président de la République. Donc, ça leur confère un pouvoir vraiment très important. Et une fois que Pompidou commencera à tomber malade, et il mourra en 1974, ils auront l'envie de se créer, entre guillemets, un nouveau président à servir et à travers lequel régner, entre guillemets, c'est Jacques Chirac. Et donc, il repère Jacques Chirac, à l'époque, qui travaillait d'abord à Matignon avec Pompidou, puis est devenu ministre de Pompidou. Et ils se disent, là, ils ont, entre guillemets, un cheval de course formidable. Et c'est à ce moment-là aussi, au moment où ils mettent la main, en gros, sur la carrière de Jacques Chirac, qu'ils commencent à construire leur image de tueur
politique, de personnalités capables d'évincer des rivaux potentiels, notamment je pense à l'épisode qui va les opposer à Jacques Chaban-Delmas, qui était l'une des grandes voix de la droite gaulliste de cette époque-là, et qui va voir sa carrière s'effondrer alors qu'il se pensait le successeur de Pompidou lorsque Giscard d'Estaing arrive au pouvoir. C'est vrai que Chaban-Delmas a un destin avorté de président de la République en grande partie à cause de Pierre Juillet et Marie-France Garot. Chaban, c'était pour le coup le grand résistant, le compagnon de route du général de Gaulle, maire de Bordeaux, qu'on se nommait le duc d'Aquitaine, qui est vraiment, c'est un personnage assez charmant en plus, sportif, qui plaisait beaucoup, qui avait une certaine aura dans les milieux gaullistes, et que Pompidou nomme en 69 comme Premier ministre, parce qu'il a besoin justement d'avoir ces soutiens-là chez les gaullistes. Garot et Juillet lui font une guerre dès le départ, parce que Chaban, lui, il a bien vu qu'avec mai 68, la France se déportait de plus en plus à gauche, qu'il y avait des besoins de liberté, d'ouverture. Et sauf que ça, Garot et Juillet n'étaient pas d'accord du tout avec cette orientation-là. Et cette guérilla aboutira en 72 par le départ de Chaban-Delmas de Matignon, qui sera remplacé par Pierre Messmer, un personnage beaucoup plus, on va dire, terne, beaucoup plus malléable, que Garot et Juillet pourront, entre guillemets, tenir bien plus facilement. Quand Pompidou meurt en 1974, très vite, Chaban-Delmas se déclare très rapidement candidat, et ça choque beaucoup parce qu'on se dit mais il n'a vraiment pas de décence, il pourrait moins avoir une période de deuil avant de se déclarer candidat à la succession de Georges Pompidou. Or, pourquoi est-ce que Chaban-Delmas s'est déclaré aussi rapidement ? C'est parce qu'en coulisses, Marie-France Garot notamment, poussait à ce que Edgar Faure, un autre personnage éminent du centre et de la droite de l'époque, se porte candidat. Et donc, ça fait très peur à Jacques Chaban-Delmas, qui voulait, entre guillemets, tirer le premier pour ne pas apparaître comme le diviseur de son camp, quelque part. Donc, il a commis cette première faute de quart. Et ensuite, tout au long de la campagne présidentielle de 1974, ils vont continuer comme ça, on va dire, à lui lancer des petites piques, à lui tendre des pièges. Et ça aboutira jusqu'au coup fatidique où Jacques Chirac, avec une quarantaine de ministres et de parlementaires de la droite gaulliste, appelle à voter pour Valéry Giscard d'Estaing, qui est, pour le coup, lui, représentant de la famille centriste. Donc c'est une trahison vraiment de Jacques Chaban-Delmas en race campagne. Et là, ce sera un coup vraiment qui sera fatal à Jacques Chaban-Delmas, qui donc sera éliminé dès le premier tour au profit de Valéry Giscard d'Estaing. Après, Jacques Chirac va arriver à Matignon, va devenir Premier ministre. Eux, leur principal souci à cette époque-là, Garot et Juillet, si j'ai tout bien compris, c'est de créer l'appareil politique qui va aider Chirac à accéder au pouvoir, et donc de défaire ce qu'était l'UDR jusque-là, donc le grand parti gaulliste lancé par De Gaulle, pour fonder le RPR. Alors, c'est très important parce que c'est une période en fait vraiment charnière. C'est ce qui m'a vraiment intéressé avec ce livre, c'est que on est à la fin du gaullisme quelque part, parce que le général de Gaulle meurt en 1970. Pompidou 4 ans plus tard, et tous les grands héros de la geste gaulienne, de la résistance et autres, petit à petit, évidemment, se retirent de la scène, meurent eux aussi, et on voit apparaître donc une espèce de lutte d'influence pour savoir que sera la droite par la suite. Garot et Juillet ont décidé que ce serait Chirac leur champion, et donc il fallait poser un peu les jalons du chiracisme naissant. Et donc ça passe notamment par la création effectivement d'un nouveau parti qui s'appelle le Rassemblement pour la République, qui sera créé en 1976. Et avec une espèce d'immense meeting, porte de Versailles, 80 000 personnes, 150 journalistes, des ambassadeurs du monde entier. Vraiment, c'est un événement parce qu'à l'époque, la droite gaulliste, même si elle n'est pas à l'Élysée, reste quand même majoritaire à l'Assemblée nationale. Au Sénat, ça reste vraiment quand même le grand parti français. Et donc là, quelque part, en fondant ce nouveau parti, Garot et Juillet donnent les clés de la droite gaulliste à Chirac, qui était quand même encore à l'époque en concurrence avec quelques barons du gaullisme, type Chaban-Delmas, pour le citer encore une fois. Et entre 1976, donc la fondation du RPR, et 1981, qui est donc l'échéance électorale que visait tout ce conglomérat de la droite pour remporter l'Élysée, il va se passer énormément de choses, il va y avoir énormément de ruptures qui font que, en 81, c'est Marie-France Garot qui est candidate, en plus de Jacques Chirac. Oui, alors en fait, c'est qu'on est parti d'un point où en 1974, Marie-France Garot, c'est vraiment elle qui décide de tout à Matignon. Ou même le directeur de cabinet de Chirac de l'époque, j'ai retrouvé des archives où il dit qu'il subit la dictature morale de Marie-France Garot, et que vraiment c'est elle qui décide de tout, elle rentre dans tous les rendez-vous, toutes les réunions,
Et vraiment, entre elle et Chirac, c'est une relation à la fois très proche, parce qu'ils sont quand même amis, et c'est vraiment des compagnons politiques, et en même temps, elle le domine complètement. Et on arrive en 76, où elle le pousse à quitter Matignon, donc à fonder le RPR. Puis en 77, autre moment très important, elle le pousse, et là vraiment, il fallu y aller au forceps, à se présenter à la mairie de Paris. À l'époque, c'est la première fois qu'on élit le maire de Paris au suffrage universel. C'est un moment très important parce que à la mairie de Paris, c'est un pouvoir considérable du point de vue financier. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de fonctionnaires, donc vraiment, c'est une place forte de la République. Et donc, il finit par se lancer, et donc là, contre le candidat de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'appelait à l'époque, donc c'était Michel Dornano. Et là, c'est un coup de Trafalgar formidable, parce que c'est vraiment un coup porté à Giscard, à son pouvoir, qui est énorme. Cette victoire pour Chirac représentera un tremplin pour toute sa carrière politique, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'à terme, il finira par être élu un jour président de la République. Et donc vraiment, Garot a vraiment poussé Chirac à fond à ce moment-là, et jusqu'aux élections européennes de 79, où là, vraiment, elle a poussé Chirac sur une ligne politique très nationaliste, très cocardière, où Chirac est allé jusqu'à signer, dans son lit d'hôpital, un appel dans la presse très virulent, vraiment très violent, contre Giscard d'Estaing, qu'on appelle l'appel de Cochin, parce que c'est signé à l'hôpital de Cochin, qui dénonce l'UDF, le parti Giscard, comme étant le parti de l'étranger. Et là, vraiment, c'est un discours aux tonalités d'extrême droite pure, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, même Marine Le Pen ne prononce pas forcément toujours, quoi. Donc, c'est vraiment, ça va très très loin. Et là, c'est un tollé énorme. Et derrière, s'ensuit une campagne très compliquée pour les européennes, pour Chirac. Les sondages sont mauvais. Et finalement, le résultat est catastrophique, parce que le RPR finit 4e. Et donc là, toutes les troupes du RPR ont très peur pour ce qui va se passer en 81. Et ils réclament une chose, ils réclament la tête de Juillet et Garot, qui, selon eux, sont vraiment les responsables de cette débâcle. Avant de parler de cette rupture qui va être quand même plus ou moins définitive avec le clan Chirac, il y a un épisode que vous racontez dans le livre, qui était connu par ailleurs, mais qui illustre, je trouve bien, le degré d'implication, notamment de Marie-France Garot, mais du duo Garot-Juillet dans la vie et le destin de Jacques Chirac. C'est le moment où ils l'ont empêché, littéralement, de divorcer. Oui, alors ça peut paraître anecdotique, et en même temps, c'est tellement révélateur de l'importance qu'a eu Garot auprès de Chirac dans sa carrière, dans sa vie, tout court. C'est qu'en 1974, il y a une jeune journaliste du Figaro qui s'appelle Jacqueline Chambridon, une très jolie, pétillante jeune femme, blonde, avec des taches de rousseur, vraiment, qui subjugue quelque part Chirac. Il tombe amoureux, vraiment. C'est une vraie idylle qui se noue. C'est pas une petite amourette comme ça en passant. Et ça va à un point où Chirac songe à divorcer. Vraiment, il en parle pour le coup autour de lui. Il en parle à Garot, il en parle à Juillet. Et là, Garot et Juillet vraiment ne supportent pas cette idée-là, et surtout en particulier Garot, parce qu'elle lui dit, mais dans la France d'aujourd'hui, divorcer, c'est vraiment s'empêcher d'accéder un jour à l'Élysée. Est-ce qu'un divorcé ne pourra jamais accéder à l'Élysée ? À l'époque, il y a quand même l'idée que la France est conservatrice, même si certes, on est en pleine libération sexuelle qui a eu mai 68, le fond majoritaire français reste quand même effectivement conservateur. Et donc là, c'est une lutte vraiment, pendant des mois, où Garot fait la guerre à Chirac en lui disant « mais il faut mettre fin à cette histoire tout de suite, hors de question que vous vous sépariez de Bernadette Chirac ». Bernadette Chirac elle-même n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, mais elle sent bien que son mari lui échappe un peu, donc elle va voir Marie-France Garot, elle fait appel à elle. Et en 1976, donc, Marie-France Garot va même rompre à la place de Chirac, en allant voir Chabridon, en la convoquant à un déjeuner au restaurant, et en lui disant qu'au nom de la France, renoncer à cette histoire. Et c'est allé quand même très très loin, parce que Jacqueline Chabridon recevait des coups de téléphone de dirigeants donc de l'UDR, le parti gaulliste, qui la prévenaient, mais attention, Marie-France Garot est prête à tout, même à tuer, donc méfie-toi. Et alors, évidemment, Garot n'est pas allé jusque-là, mais moi, plusieurs sources m'ont raconté qu'une somme d'argent assez conséquente, 500 000 francs, aurait été proposée et offerte à Jacqueline Chabridon pour acheter son silence, pour que cette histoire ne sorte jamais. Jacqueline Chabridon, j'ai eu l'occasion de parler avec elle, elle dit qu'on ne lui a jamais rien proposé, qu'elle n'a jamais rien reçu. Mais cette histoire, effectivement, peut sembler incroyable. Qui imagine aujourd'hui un conseiller politique dire à Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron comment gérer sa vie privée ? Après l'appel de Cochin de 79 qu'on a évoqué tout à l'heure, et la débâcle donc électorale du RPR,
c'est la rupture entre Chirac, ce poulain sur lequel ils avaient tout misé, et le duo Garot-Juillet. C'est comme ça qu'ils sont sortis de la grande famille de la droite ? Effectivement, là, c'est le moment où Chirac les évince l'un et l'autre. Alors Juillet, lui, retourne vraiment dans sa Creuse avec ses moutons, parce qu'il a un élevage de moutons. Garot, elle a quand même plus de mal. Alors, elle a été nommée à la Cour des comptes par Pompidou, donc elle a son travail à la Cour des comptes. Mais néanmoins, elle ronge quand même son frein. Elle est encore jeune, elle a, je crois, à l'époque, 40-45 ans. Voilà, donc pour elle, c'est pas l'heure de la retraite, clairement pas. Et elle a envie un petit peu de prendre sa revanche. Donc très vite, elle revient, elle remonte à Paris. Donc à partir de la rentrée 80, elle apparaît dans les médias et on comprend très vite pourquoi. C'est parce qu'elle va être candidate à la présidentielle de 81. Donc c'est Giscard d'Estaing qui se représente face à Mitterrand et donc face à Chirac également. Et alors tout le monde se demande mais pourquoi est-ce qu'elle est candidate ? Est-ce que c'est pas un coup de billard à 5 bandes avec Chirac pour qu'ensuite elle retire sa candidature ou autre ? Elle dit non, pas du tout. Elle dit je ne roule pour personne, d'ailleurs je ne suis pas un camion, et elle dit on n'a jamais vu l'exigence se retirer devant la facilité, en parlant de Chirac. Donc elle mène sa campagne jusqu'au bout, très compliqué parce qu'elle a peu de moyens, elle a un accès aux médias qui est très restreint, et pour le coup là elle peut voir à quel point le machisme de l'époque s'exerce encore, car pour avoir des émissions de télévision rien que pour elle c'est très compliqué. On lui propose des débats à 3 avec les 2 autres femmes candidates de l'époque, Arlette Laguillet et Huguette Bouchardot. Dit vous êtes mignons, mais bon, chaque homme a droit à son émission tout seul, pourquoi moi j'aurais pas droit à mon émission ? C'est vrai que là, pour le coup, elle s'est vraiment heurtée au plafond de verre que connaissent très souvent les femmes, et encore plus à l'époque. Et donc, cette élection se solde par un échec cuisant. J'ai plus le score exact en tête, mais en gros, elle a 1,49%, je crois, des voix. C'est quelque chose d'assez ridicule. Mais bon, au moins, comme ça leur a permis, effectivement, de remonter un petit peu en selle, de réapparaître sur le devant de la scène, et de quelque part, d'essayer de peser un peu sur l'avenir aussi. Justement, l'avenir après 81, c'est quoi pour Marie-France Garot ? Qu'est-ce qu'elle devient dans ces années 80, puis 90, qui vont voir pour le coup, Jacques Chirac arriver enfin à l'Élysée ? Alors elle a 2 grands combats. D'abord, dans les années 80, il faut se souvenir que là, on est en pleine guerre froide. C'est vraiment l'affrontement États-Unis-URSS qui est très fort. Et Garot, en quelque sorte, devient un peu une espèce de kremlinologue. Elle devient un peu spécialiste de l'URSS, du communisme. Elle est farouchement anticommuniste. Et donc, elle passe son temps à la télévision, dans des grandes émissions, pour raconter les plans de Brejnev, Andropov, les uns les autres. Elle fonde un institut de géopolitique qui lui permet de lui ouvrir les portes de l'Élysée, encore une fois, où là, cette fois, c'est François Mitterrand qui est au pouvoir. Il la reçoit à plusieurs reprises, sauf que patatras, 89 arrive, le mur de Berlin tombe, l'URSS finit par tomber aussi quelques mois plus tard, et donc là, pour Garot, c'est la catastrophe, parce qu'il n'y a plus d'ennemis à combattre. Fort heureusement, elle va très vite s'en trouver un autre, qui sera pour le coup son ennemi des années 90, ce sera l'Union européenne. Parce qu'elle, gaulliste, souverainiste, considère que l'Union européenne vassalise la France, et donc il va y avoir plusieurs épisodes comme ça dans les années 90, très importants pour elle. La question que pose votre livre, en très large, c'est aussi ce qui reste de l'héritage de Marie-France Garot aujourd'hui. Ce qui est extrêmement étonnant, et vous le décrivez vous-même, c'est à quel point elle fait encore très peur. Sa famille politique à la droite, elle a laissé vraiment l'image d'une femme dangereuse politiquement. Elle n'a pas hésité, Marie-France Garot, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à user parfois de la violence, de la menace. Et de tout ça, il en est quand même resté quelque chose. C'est que beaucoup de personnes, même 40 ans, 50 ans après, en fait, gardent de la rancœur envers elle, voire ne la supportent pas la simple idée de parler d'elle. Édouard Balladur et Valéry Giscard d'Estaing, que j'avais tous les deux sollicités pour parler, pour me raconter un peu le personnage Garot vu de leur fenêtre, ont refusé de me parler. Parce que leurs entourages respectifs m'ont dit qu'ils n'avaient que du mal à dire d'elle et qu'ils ne voulaient pas passer 1 heure ou 2 heures à ne dire que du mal d'une personne. Et d'autres personnes m'ont dit bon, je veux bien vous parler, mais par contre, il faut que ça reste anonyme, off, parce qu'on n'a pas envie d'avoir à subir les foudres de Garot. Parce que même aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle reste un personnage très, très impérieux, très autoritaire. Elle est encore invitée à la télévision parfois ces dernières années. Et elle pouvait parfois, par un bon mot, simplement vraiment assassiner une personne, sans figurer évidemment, en plateau. Et notamment, il y a cette formule qui est restée très, très célèbre qu'elle a eue sur Jacques Chirac,
où elle a dit « Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues. Il est en réalité la faïence dont on fait les bidets. » Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a eu des bons mots très durs envers beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il en reste, donc, au-delà de ces craintes et de ces bons mots, de cet héritage, de cette trajectoire politique dans l'ombre? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous, dans le monde politique tel qu'il est, qui serait une forme d'héritage de Marie-France Garot? J'ai tendance à considérer qu'en fait, il n'y a pas d'héritier pur et parfait de Marie-France Garot. D'abord, et on n'a peut-être pas assez souligné ça, mais en fait, c'est une femme. Et le fait qu'une femme arrive à un si haut niveau politique, à l'Élysée, à Matignon, à former un président de la République qui est Jacques Chirac, c'est inédit à mon sens. Et je crois qu'on n'a pas vu à nouveau de personnages comme ça sur la scène publique depuis. Et il y a une autre dimension, c'est que les personnages de l'ombre qui ont autant d'influence, pareil, sont assez rares. Moi, dans les exemples récents, je pense à Jacques Pilan, qui a conseiller en communication de Mitterrand puis de Chirac, qui a vraiment été très important. Et il y a également Patrick Buisson, auprès de Nicolas Sarkozy, quand Sarkozy était à l'Élysée entre 2007 et 2012, qui a vraiment eu un pouvoir quasiment occulte sur Sarkozy. Mais à part ces deux personnages-là, je ne vois pas de personnages de l'ombre comparables. Et donc, ces deux personnes-là étaient des hommes. Garot est une femme. Et après, sur le côté, l'héritage du souverainisme, il y a beaucoup de personnages qui se revendiquent de cette ligne-là. Il y a eu Villiers à une époque. D'ailleurs, ils ont pu être proches à une époque avec Marie-France Garot. Il y a aussi aujourd'hui Marine Le Pen, qui en 2017 a bénéficié du soutien de Marie-France Garot. Marie-France Garot a fait une interview au Figaro pour dire qu'elle soutenait Marine Le Pen. Ce qui, pour le coup, quand même contrevient à l'idée que les gaullistes peuvent se faire de la politique, parce que le FN a été fondé contre le général de Gaulle. Mais donc voilà, le souverainisme de Marie-France Garot l'a porté quelque part en 2017 jusqu'à succomber au nationalisme de Marine Le Pen. Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle La Conseillère et il est dispo chez Fayard. Merci à Olivier Faye pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.